qui interviennent, c'est le Pakistan en premier, hein, la Russie, l'Iran, l'Inde, le djihad international. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de rapaces autour de ce pauvre pays. À terme, on voit comme résultat le démembrement de l'Afghanistan entre sud et nord. À ce moment-là, il y a l'apparition possible de narco-États, notamment dans le sud, protégés par le Pakistan. Alors, les narco-États, ça souligne l'importance du trafic de drogue qui, malgré toutes les péripéties de la guerre, n'a fait que progresser. Les Britanniques étaient responsables de la lutte contre la drogue dès 2002. On a observé la multiplication par 40 de la production d'opium en Afghanistan. Et pourtant, il y a des soldats anglais qui sont morts en luttant contre la drogue. Alors, il y a quelque chose qui se passe au niveau supérieur, qui bloque les initiatives des gens sur le terrain, et ça n'aboutit pas. Le moins qu'on puisse dire est que ça n'aboutit pas. C'est le pilier essentiel de la bêtise. Hein, le pilier numéro 1. Il n'y a pas eu de véritable action contre la drogue, malgré tout ce qu'on a dit. La guerre en Afghanistan a été certainement l'une des guerres où l'on a le plus menti. On vous a bourré le mou. Et ça ne cesse pas. On a raconté n'importe quoi, mais pas la vérité. On a essayé aussi de faire mentir nos officiers. Ça ne s'est pas toujours passé comme on le voulait. Alors, il y a des solutions à envisager. Je vois un exemple, c'est pas moi qui le vois, ça m'a été soufflé par un ami qui est en Afghanistan, et son idée, à mon avis, est très judicieuse. Et je la répands en ce moment, et je vous demande de la répandre. Il y a un pays en Europe qui a présenté le modèle afghan. Lequel, à votre avis? Hein? Yougoslavie. Ah, ça serait pas mal, oui, mais non, ce n'est pas la Yougoslavie. L'Italie? Non, pas du tout. La Serbie. Non, non. Un pays qui vraiment, une fois que on aura trouvé ce pays, je vais vous expliquer, vous verrez que ça saute aux yeux. Hein, c'est... L'Angleterre et l'Écosse, non? Non, 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 pas du tout. Oh là là, laissez-les tranquilles. D'abord, ils ne sont pas européens. Hein. Il y a la Suisse où il y a plusieurs... Qui? La Suisse. La Suisse, exactement. Hein, la Suisse qui est au centre... Comment? Ils ne sont pas européens. Les Suisses? Oh, quand même. Vous êtes méchante pour eux. Oui. Enfin, ils sont au cœur de l'Europe, en tout cas. Ils sont au cœur de l'Europe. Les Suisses. Je fais allusion à la Suisse de la fin du XVIIIe siècle. Un bastion montagneux, avec des gens qui se vendent à l'extérieur pour être mercenaires. Le pays est tellement misérable que c'est l'une des seules ressources. Ce pays est entouré de rapaces. Les Autrichiens, les Prussiens, les Français, ce n'est pas le moindre rapace, etc. Et il s'agit pour eux de tenir. Ils ont leur système confédéral avec une démocratie locale où on vote à main levée sur la place du village. Seuls les hommes votent d'ailleurs, comme en Afghanistan. Et ça fonctionne. Depuis plusieurs siècles, le système confédéral fonctionne. Alors les rapaces français arrivent là-dedans, avec leur dérive idéologique. On enlève la Confédération helvétique, on crée à la place une république helvétique. Pouvoir centralisé. La constitution helvétique est la constitution du directoire, telle qu'elle.
les Suisses ne comprennent pas, n'admettent pas, et en 2 ans, c'est la guerre civile. Les garnisons françaises, quelques garnisons sont dans les villes, à Genève, à Lausanne, etc., au bord du lac, mais on se garde bien d'aller dans les montagnes au-dessus. Bonaparte arrive et se dit, bon, il faut faire cesser cette pagaille. Et comme c'est un génie, il fait ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle l'acte de médiation. On revient à la Confédération helvétique. On lui adjoint 2 cantons en plus pour faire passer la pilule. Ça se passe très bien. La guerre civile disparaît et la cerise sur le gâteau, c'est la neutralité de la Suisse obtenue au Congrès de Vienne en 1814. Ce qu'il faudrait pour l'Afghanistan aujourd'hui, c'est un retour à cette démocratie locale, c'est l'acquisition d'une neutralité qui le protégerait des pays environnants. Et l'action des Suisses doit intervenir pour établir une médiation entre les Américains et les Afghans et les talibans. Ils ont l'habitude de tout cela. Les Suisses sont très présents en Asie centrale. Ils sont entrés à l'ONU en même temps que les pays d'Asie centrale. Et à l'époque, donc il y avait 5 pays d'Asie centrale, tout intimidés, qui n'avaient aucune habitude des relations internationales. On a dit aux Suisses, mais vous vous occupez des 5 pays d'Asie centrale. Vous allez les diriger. Les Suisses ont dit d'accord. Et ce qui fait qu'il y avait le fameux groupe de l'Helvétistan, hein, qui rassemblait sous l'égide, sous la houlette suisse, les pays d'Asie centrale. Et ils se sont fait des amis. Et en plus, ils sont intervenus sur le terrain avec leur grande efficacité. Ils ont planté des arbres, ils ont fait en sorte de promouvoir le tourisme au Kyrgyzstan. Là, je vivais au Kyrgyzstan, je voyais ce qu'ils faisaient. J'étais très admiratif. Voilà un pays qui a fait du bon boulot. Eh bien, en Afghanistan, ils ont également fait du bon boulot. Hein. Ils ne sont pas intervenus. Ils sont intervenus culturellement, humanitairement, avec leur fameuse Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Ils ont défendu les prisonniers talibans à Guantanamo. Bref, ils sont très bien vus de tout le monde, y compris par les talibans. Et les Suisses pourraient faire une médiation. Une médiation dans le sens du modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il y a des gens qui comprennent ce qu'il faut faire, c'est bien eux, parce qu'ils ont été dans, ils ont été dans la peau des talibans actuels. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je vous assure qu'il y a une certaine solidité derrière ça. Alors, est-ce que les Suisses, avec leur tempérament que vous connaissez bien, leur lenteur, vont aller dans ce sens? Ce sont des gens prudents. Hein. Enfin, moi je donne des coups d'épée dans l'eau et j'essaye de faire quelque chose pendant ces 3 mois qu'on a encore pour essayer de sauver la situation et d'empêcher ce pauvre peuple de crever de froid et de faim. Hein, on n'a pas rétabli l'électricité à Kaboul et ailleurs suffisamment, ce qui fait qu'actuellement les gens n'ont rien pour se chauffer. Il y a la fiente des troupeaux, mais c'est vite consommé. C'est un pays souvent sans bois, hein, sans moyen de chauffage, sans charbon, véritablement. Conséquence pour l'Asie centrale de tout ça. L'Asie centrale, donc toute la région nord. Curieusement, l'Asie centrale actuellement, malgré la corruption des pouvoirs et les trafics, connaît une certaine stabilité. Il n'y a pas trop d'esclandres en Asie centrale. Cette stabilité est cependant menacée, tout d'abord, par une certaine afghanisation de la région centra-asiatique, l'ex-Turkestan soviétique. Il y a des remous aux frontières. Pensez au soulèvement du Pamir l'été dernier. Une centaine de Pamiris sont morts à Korog, leur capitale. Hein, cette Pamiri, cette population ismaélienne, très proche de nous physiquement, très attachante, qui s'est soulevée contre le pouvoir central
peut-être avec des incitations de drogue, etc., quoique les Pamiris soient des gens honnêtes, mais enfin, on les a accusés de cela. Mais en tout cas, il y a des remous juste à la frontière. Et ça, c'est inquiétant. Il y a une réislamisation accélérée en Asie centrale. Les pays du Golfe ont bâti des mosquées par milliers. Quand je suis arrivé en Kirghizie, il y avait quelques dizaines de mosquées. Maintenant, il y en a plus de 2000. Il y a des mollahs qui sont formés à El-Azhar, au Caire, etc., en Arabie Saoudite, et qui arrivent avec... souvent, ce sont des jeunes du village que l'on a pris, qui partent faire leurs études de mollah, et qui reviennent, et qui veulent tout bouleverser. Ça marche quelquefois. Ce qui fait qu'il suffit de voir le spectacle de la rue. Avant Osh, en Kirghizie, Osh l'islamique, avait des femmes voilées, on sentait l'influence de l'islam, on n'était pas en Europe. Bishkek, en revanche, c'était vraiment l'Europe. C'était même l'Europe chrétienne. Il y avait des Kirghizes pour s'être convertis à l'orthodoxie, ou pour se convertir au protestantisme. Eh bien, tout a changé en 5 ou 6 ans. Maintenant, Bishkek devient comme Osh. Ça n'a pas encore atteint le niveau d'Osh, mais les filles commencent à se voiler. Le vendredi devient plus important que le dimanche. C'est une évolution tout à fait préoccupante, parce que ça se passe en douce, gentiment, sans remous, mais le jour venu, quand il s'agira de créer le califat, on verra tout le reste s'effondrer et le pouvoir islamique apparaître dans toute sa force. Il y a un deuxième point préoccupant en Asie centrale, c'est la perspective de succession au pouvoir en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Vous avez là des présidents vieillis, usés, et il ne faut pas oublier que les deux pays en question sont les deux pays les plus puissants de la zone. Ce que je crains, c'est que le départ de ces chefs énergiques comme Karimov et Nazarbayev se produise juste au moment où commence véritablement une subversion à partir de l'Afghanistan vers l'Asie centrale. Ce qui fait qu'il y aurait à ce moment-là des vulnérabilités en Asie centrale qui pourraient être exploitées. Alors à terme, ces menaces sur l'Asie centrale pourront s'accroître si le djihad international, on en reparlera, c'est-à-dire le réseau Haqqani, le mouvement islamiste d'Ouzbékistan, le groupe Mersoud, etc., parvenait à s'exporter à partir de l'Afghanistan. Je m'explique. Vous avez, parmi les talibans, le djihad national. C'est celui de Mollah Omar. On crée un califat, c'est un califat pour l'Afghanistan. Mais, vous avez aussi de plus en plus ce qu'on appelle le djihad international, avec Al-Qaïda, le MIO, le groupe Mersoud et surtout le réseau Haqqani. Les gens disent non, l'Afghanistan sert de plateforme de point de départ et on fait progresser le djihad vers l'extérieur. Alors c'est tout à fait possible parce que, mais mettez-vous à la place de Mollah Omar s'il devient le patron. Les djihadistes internationaux sont chez lui, pas très bien acceptés, ce sont des gens qui ne savent que faire la guerre, il vaut mieux les exporter que les garder chez soi. Donc, on les fait partir vers l'Asie centrale, c'est-à-dire le seul créneau, parmi tout ce qui entoure, c'est le seul créneau où la frontière ne soit pas tout à fait bien verrouillée. Les Iraniens verrouillent, ils ont même fait un rideau de fer. Les Pakistanais verrouillent sur la ligne Durand. Les Chinois verrouillent de l'autre côté. Mais vers le nord, on ne peut pas verrouiller, donc le djihad international peut s'exporter par là. Ce qui fait que l'Asie centrale peut être menacée, cette Asie centrale qui recèle des richesses très importantes pour nous, notamment sur le plan énergétique, sur le gaz. L'Asie centrale a une position éminente
pour le gaz, notamment grâce au Turkménistan. Le Xinjiang chinois pourrait alors aussi être également concerné par une subversion islamiste, étant donné que les Ouïghours sont l'une des populations, les Ouïghours qui sont surtout du côté chinois, constituent l'une des populations les plus adonnées à l'islam de toute l'Asie centrale, voire du monde entier. Alors maintenant, je vais aborder le modèle Gozer. Ça sera dans la revue de défense nationale du mois prochain. Gozer, en réfléchissant sur la guerre afghane, c'était l'un de mes étudiants, c'est un type très bien, très solide, un chercheur remarquable. En voyant, il a réfléchi sur l'évolution. Il s'est dit, les talibans se sont réfugiés au Pakistan, dans une zone, un abri, un sanctuaire, la zone tribale. Ils ont refait leurs forces. Et ensuite, c'était la deuxième phase, ils se sont projetés sur le sud de l'Afghanistan, qu'ils connaissaient déjà, où ils avaient des accointances. Ils ont repris le contrôle des zones grises, ils sont rentrés en contact avec les trafiquants de drogue, ils ont donné leur accord pour le rétablissement de la culture de la drogue, et ceci dès les années 2003-2004, tout a progressé dans le sens que l'on a pu voir de trafic accru de drogue et d'une progression lente des talibans. Alors cette deuxième phase n'est pas terminée, elle se terminera lorsque les districts seront contrôlés par des garnisons talibanes et puis que Kaboul sera conquis. Ce sera la deuxième phase en simplifiant, de ce processus. Mais après, il va falloir, face à l'Asie centrale, établir une zone refuge, établir un sanctuaire, et l'établir en Afghanistan. Alors vous avez une région qui semble convenir, c'est la région du Badakhshan, le Badakhshan afghan. C'est-à-dire cette avancée, c'est la région la plus nordique de l'Afghanistan. Elle fait face justement au Pamir, qui est dans une situation d'instabilité, et face au Tadjikistan, qui lui aussi est dans une situation d'instabilité. L'objectif, c'est à 100 km de là, pas plus, bien sûr le Fergana, qui est de l'autre côté du Kirghizistan, tout en haut. Le Fergana, 30 millions d'habitants, un morceau en Kirghizie, un morceau en Ouzbékistan, un morceau au Tadjikistan, un modèle de découpage soviétique. Et donc progression en direction du Fergana, comme cela. À partir de ce réduit du Badakhshan. Mais il faut noter quand même qu'au sud, pas très loin, se trouve la zone du Panchir. La zone que l'on ne peut pas conquérir. Ceux-là, ils se défendront avec efficacité. Ils ont les moyens, ils ont l'armement. Ils ont même encore des Stinger, alors que chez les autres, ça a été récupéré. Ils ont des appuis, et eux, ils tiendront. Et ce sera un sanctuaire derrière l'autre sanctuaire. Vous voyez un peu la pagaille qu'il va y avoir dans ce pauvre Afghanistan. Et c'est pour ça qu'il faut faire absolument tous les efforts pour, dans les mois qui viennent, essayer de promouvoir la paix. Parce que les gens n'en peuvent plus là-bas. Si vous allez sur les marchés, vous les verrez. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. C'est ma conclusion.